Formé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Marc-André s'est passé un peu sous le radar, mais il y aurait eu un appel entre Mark Carney et Donald Trump. Ça remonte à 2-3 mois, on dirait que ça aurait fait les manchettes partout. Puis tout le monde aurait voulu savoir ce qui se passait. Puis là, on dirait c'est comme OK. Il y a eu un appel, il y a rien d'autre. Il y a pas de résultat, il y a rien annoncé. C'est bizarre, non? Ouais, c'est comme si les attentes sont de plus en plus basses, on le dirait, dans ce dossier-là, tout le monde. C'est sûr que cette semaine, avec sa clique, tout ça, donc il y a beaucoup de choses dans l'actualité. T'as raison, normalement, là, ça ferait la dernière heure, ça ferait les manchettes, ils se sont parlé, qu'est-ce qu'ils se sont dit. Mais là, c'est comme si c'est la même, c'est toujours un peu la même chose. Peu importe, tu sais, quand il y a quelque chose de nouveau, comme les tarifs, au début, c'est la grosse histoire, puis à un moment donné, c'est comme si on fait avec, même si les conséquences sont là pour les industries qui sont touchées, même si oui, il faut régler ça, là, c'est plus devenu un sprint, c'est devenu un marathon. Et moi, c'est là que j'ai hâte de voir. Là, on finit la saison estivale, il y a encore des gens qui sont en vacances, là, mais on s'entend que l'école va recommencer au cours de la semaine prochaine, tout ça. Jusqu'à quel point la population, avec M. Carney, va être moins indulgente. À quel moment, je sens que Mané va comme avoir un point de rupture. Là. Ouais. Est-ce que c'est le 15 septembre, le 15 octobre, le 15 novembre, le 15 décembre, en janvier 2026, à savoir, OK, t'as pas réussi, là. T'as pas réussi à avoir un accord avec M. Trump, et je sens que ce point de rupture-là, il sent bien, et surtout que M. Carney, outre ce dossier-là, il y a d'autres, avant la campagne électorale, là, des griefs contre le gouvernement Trudeau, il y en avait 150. Ouais. C'est des choses que la population n'était pas contente. Avant puis pendant la campagne fédérale, au printemps dernier, c'est comme tout a été éclipsé par Donald Trump, la situation avec les États-Unis. Mais les problèmes qui étaient là avant que M. Carney arrive, avant que M. Trudeau s'en aille, sont encore là. Le logement, l'immigration, tout ça. Mais M. Carney, il règle pas avec M. Trudeau, avec M. Trump, excuse-moi. Mais de notre côté, les autres dossiers, ils n'en parlent pas. Ils sont moins présents, moins pressants, mais ils existent encore dans la réalité des gens qui nous écoutent présentement. Donc, c'est là que je trouve, à un moment donné, ce qu'il va devoir lui-même être obligé de faire un pivot, parce que là, il s'est vendu comme étant la solution pour Donald Trump. Ça fonctionne plus ou moins, puis c'est pas nécessairement de sa faute à lui. Cependant, les autres problèmes sont encore là. Il va devoir les régler comme on n'a pas parlé ensemble encore cette semaine. Mais j'ai trouvé ça un peu... Bon, cette semaine, on a fait grand état. M. Carney visite la première mairesse, toutes les maires confondues, rencontre Mme Plante à Montréal. Et Mme Plante a dit on a des atomes crochus, puis ça va super, mais Mme Plante, elle s'en va. Ouais. Ils ont bien beau bien s'entendre, là, Mme Plante a beau l'aimer, là, puis d'aller voir prendre un verre avec. Elle s'en va. Fait que c'est le fun d'avoir des bonnes relations pour M. Carney et Mme Plante, mais ça va être plus important d'avoir des bonnes relations avec la nouvelle personne qui va être élue le 2 novembre prochain. Ouais, puis surtout que Mark Carney, il avait je m'excuse de le dire comme ça, mais il avait la paix jusqu'ici. Il était tranquille, il n'y a pas eu ben de session parlementaire à faire. Quand il y en a eu qu'il a fait, il y avait pas Pierre Poilievre, l'autre bord, qui est son principal adversaire. Là, tu sais, dans son rétroviseur, là, il doit voir Pierre Poilievre qui arrive rapidement dans un petit sprint, là, puis qui se dépêche, puis qui avec, on se comprend, là, je suis pas mal sûr qu'il y a des gens au sein du Parti conservateur qui doivent écrire des nouvelles lignes, là, des nouvelles punchlines, là, pour être capable de rentrer dans Mark Carney, là, vu qu'on peut plus utiliser la juste inflation puis axe de taxe. Ouais. Et ils doivent s'en préparer. Il va se faire brasser, là. Ouais, deux choses dans le rétroviseur. Pierre Poilievre qui revient en chambre le 15 septembre, t'as raison, Alexandre, puis également ce fameux budget qui va arriver. Et là, on a hâte de voir l'État, là, parce que monsieur... Hey, c'est vrai qu'ils l'ont repoussé, hein? C'est vrai qu'ils l'ont repoussé. Ils l'ont repoussé, là, on attend, on nous dit début de l'automne. Bon, l'automne, c'est le 21 septembre, fait que ça peut être en octobre, mais c'est quand même loin, car ça fait qu'on pense que la dernière fois qu'on a eu l'état financier du Canada, c'est le 16 décembre 2024. C'est la fameuse mise à jour économique où Chrystia Freeland a quitté. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de budget, il n'y a pas eu de mise à jour, donc ça va être intéressant.
Et là, si le budget est plus élevé que lorsque c'était Justin Trudeau, il va de voir comment la population va réagir. Ouais, surtout que ça a des bonnes chances d'arriver, là, avoir tous les investissements qui sont annoncés. C'est ça, on n'arrête pas d'annoncer des nouveaux investissements, on veut baisser les impôts, on coupe la taxe carbone, fait qu'on se coupe des sources de revenus, on augmente les dépenses, puis selon ce qu'ils disaient en campagne électorale, tout c'était supposé se balancer magiquement. Je me souviens encore de la phrase. Comment François Blanchet avait dit ça, des chiffres Harry Potter, de l'économie Harry Potter. Ben, j'ai bien hâte de voir. Ouais, moi, j'appelle ça de la fiscalité créative. Oh. Donc, on va voir comment ils vont faire ça, parce qu'ils ont comme une idée de rajouter des colonnes, mais à la fin, là, t'as des dépenses, t'as des revenus, t'as un surplus, t'as un déficit. Pas plus compliqué que ça. Je te trouve bien gentil dans la manière dont tu appelles ça, Marc-André. J'aurais des propos un peu différents. Hey, c'est un dossier hier sur lequel j'ai interpellé nos auditeurs ici à l'émission, qui d'ailleurs peuvent toujours nous envoyer au 1-877-827-2346 leurs suggestions sur quoi faire avec 300 000 piastres d'alcool que la SAQ est supposée détruire, de l'alcool américain. Moi, j'ai plein d'idées de ce qu'on pourrait faire au lieu de détruire ça. Marc-André, j'imagine que t'en as aussi. Ouais, mais là, ce qu'on a appris hier soir, c'est qu'Éric Girard, le ministre des Finances, qui est ministre responsable de la Société des alcools du Québec, a dit que finalement, on allait, en fait, entre guillemets, donner cet alcool-là à des organismes pour des levées de fonds, pour des événements, pour les jeunes qui étudient dans les différentes écoles d'hôtellerie, pour pratiquer des recettes. On va la donner. Mais là, dans le fond, on est tellement fâchés avec les Américains qu'on peut pas la vendre. On boycotte, fait qu'on prend de l'argent que la société d'État, ben, cet alcool-là, on l'a déjà payé, là. Ouais. Ben, ce 300 000 là, on l'a déjà payé. Fait que là, dans le fond, on se pénalise nous-mêmes. Parce que c'est des recettes de moins que la société d'État va redonner dans les coffres de l'État. Ouais. Là, on dit ça, on peut pas l'acheter. Ça, là, vous pouvez pas aller aux tablettes, à la SAQ, les acheter, c'est pas correct parce qu'on est en guerre avec Donald. OK. Mais cet alcool-là est correct pour que des jeunes puissent étudier puis faire des tests avec cet alcool-là, ou qu'on peut le donner à des groupes pour des événements, pour des levées de fonds. Mais là, dans le fond, il y a des gens, il y a des Québécois qui vont consommer de l'alcool américain qui l'ait acheté sur des tablettes ou que tu l'aies redonné à la SAQ pour pas la vider dans le lavabo. À la fin, on la consomme, là. Elle va finir dans le corps de Québécois, là. Je trouve ça un peu ridicule. Sérieusement, là. Ouais. C'est parce qu'on se pénalise. Je comprends le boycott. Tu peux dire, regardez, ce qu'on a, on va l'écouler, puis on n'achètera pas d'autres. Mais on est dans un gouvernement présentement qui a 11, 12, 13 milliards, Alexandre, de déficit. Oui. Puis là, on va prendre, là, c'est un premier 300 000, mais il y a encore beaucoup plus d'alcool que ça. C'est 21 millions. 21 millions. Ouais, c'est ça. C'est ça, une vingtaine de millions. Puis nous autres, c'est pas grave. À un moment donné, là, tu sais, puis c'est à quel point, puis là, parce que quand tu fais un boycott, c'est à quel point où maintenant on va dire, OK, on les remet sur les tablettes, là. Fait, c'est correct. Le gouvernement dit, moi, c'est ça ma politique. Moi, je trouve que c'est pas en bon québécois, le move le plus intelligent. Parce que dans le fond, c'est nous qu'on va pénaliser. Parce qu'à la fin, là, le ministre Girard, lui, il en a besoin de sous il a besoin de sous d'Hydro-Québec. Il a besoin de sous de la SAC. Il a besoin de sous de l'Auto-Québec, de nos vaches à lait pour payer des services que le gouvernement donne aux Québécois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis juste content qu'ils le détruisent pas. Là. Sincèrement, c'était complètement épais là, de juste s'en débarrasser. Ça, je suis content au moins qu'on ait allumé là-dessus. Après ça, je suis d'accord. Sur le fond, je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est un message politique qu'on voulait envoyer. Mais moi, tu vois, je peux pas m'empêcher d'être rendu tellement cynique que, honnêtement, là, dans tous les millions, les centaines de millions qui se sont gaspillés, là, puis gaspillés, là. Littéralement, là, on suit le dossier Saclic cette semaine, c'est de l'argent. C'est tellement d'argent que c'est jeté par les fenêtres que là, je me dis, 300 000, regarde.
Dans ce cas-ci, là, moi, on dirait que j'ai pas le goût de taper trop sur le gouvernement là-dessus. Je préfère qu'ils focus sur les centaines de millions qui se perdent ailleurs. Ouais, mais faut les additionner. C'est ça clique, l'argent aux Kings, l'argent là, je veux dire. Oh, l'argent aux Kings! Là, tu me rappelles des belles affaires. Les Kings. On a donné quoi? 7-8 millions de Kings? Ouais, pour qu'ils viennent jouer 2 matchs ici à Québec. Mais c'est ça, il y a pas de petite économie, là. Et je comprends ton point de dire, OK, ben oui, quand t'écoutes ça clique, puis là, tu vois 300 000, bon. Mais il n'y a pas de petite économie, là. T'as raison. Par rapport à ça. Puis c'est un gouvernement. En plus, tu sais, c'est un gouvernement qu'on est à l'aube de remaniement, qui est en train de se chercher, se relancer. Tu sais, t'as pas besoin d'histoire comme ça. Tu sais, écoute, tu sais, je pense que ça aurait été simple au départ de dire, on va écouler l'alcool américain. Après ça, on va s'assurer de faire en sorte de mettre de l'avant les produits québécois, d'aller voir ailleurs. Puis dans le fond, on va se pénaliser. Fait qu'on met des contre-tarifs où c'est nous qui sommes pénalisés. En plus, on prend de l'alcool qu'on va pas vendre, c'est nous qui est pénalisé. Fait qu'après ça, ils vont faire quoi? On va augmenter les impôts, on va augmenter les taxes pour équilibrer le budget, parce qu'on se pénalise. Puis également, je comprends qu'on on a focalisé sur l'alcool, Alexandre, mais le gouvernement, là, il utilise encore des plateformes américaines, il utilise encore des outils qui sont produits aux États-Unis. Je veux dire, là, c'est comme si, le vin. Puis le vin, là, il vient d'où? Le vin, il vient principalement de la Californie, un État démocrate qui ont voté contre Donald Trump. Oh non, t'as raison. Ouais. Faut juste garder ça en tête. Fait que nous, on va faire mal à des vignobles. Ça leur apprendra. On va faire mal à des vignobles en Californie principalement. Puis eux, ils détestent Donald Trump. T'es en train de me virer à l'envers, Marc-André. T'as raison. Tu vois, là, moi, j'étais fervent partisan de cette mesure-là. Là, tu vois, j'étais en train de la regretter. J'ai l'impression qu'on s'est tiré une belle balle dans le pied avec tout ça. Un petit mot rapidement sur le partenariat qui est annoncé entre le ministère de l'Éducation et Hydro-Québec. Hier, on veut former plus de plein de métiers, incluant les monteurs de ligne. Ouais, et quand la veille, quand tu reçois la convocation de presse, tu dis OK, tu sais, Bernard Drainville avec la nouvelle PDG d'Hydro-Québec, qui était riche en Paul Jourdain. Là, tu comprends qu'on s'en va vers l'emploi, mais tu sais, c'est plutôt rare que tu vois le ministère de l'Éducation faire une annonce avec la PDG d'Hydro-Québec. Fait que ça s'est fait hier du côté de la Rive-Sud de Québec. On le sait, Hydro-Québec a un gros plan là pour les infrastructures, tout ça, doubler sa capacité énergétique. On dit que dans les 10 prochaines années, ça va prendre environ 30 à 35 000 travailleurs, nouveaux travailleurs. Donc là, hier, l'annonce, justement, le gouvernement Hydro-Québec, c'est pour, comme tu le dis, former des monteurs de ligne. Mais quand moi, j'ai vu l'annonce, quand tu vois les chiffres que ça prend des gens, des sommes qu'on est obligé de mettre dans la main-d'œuvre, on dirait que depuis la pandémie, le monde est où? On dirait qu'il ne peut, tu sais, je veux dire, quand tu parles de la restauration, tu parles dans le secteur manufacturier, tout ça, on dirait qu'il n'y a plus personne ici au Québec pour travailler. Faut en former, faut en recruter, mais également, ben là, si tu prends des travailleurs temporaires étrangers, ça là, tu sais, le gouvernement dit, ben là, ça met une pression sur nos systèmes de santé, éducation, logement, mais on n'a pas d'autres, des travailleurs ailleurs. Mais on dirait hier, c'est encore une fois une démonstration comment la main-d'œuvre est donc bien rare. Ouais. La main-d'œuvre est rare présentement, puis ça me prend des efforts colossaux. Et là, quand tu penses qu'Hydro-Québec doit faire cet effort-là, ben cette main-d'œuvre-là, après ça le dit si Hydro-Québec va chercher plus de gens, ça veut dire que est-ce qu'on enlève des gens ailleurs? Fait qu'il y a toute cette compétition-là. On s'entend que Hydro-Québec, c'est quand même un employeur de choix. Ça va être un casse-tête. On le sait, les gouvernements provinciaux, fédéraux, tout le monde essaie de travailler là-dedans. Mais avec la courbe démographique qu'on a au Québec, les baby-boomers qui sont de plus en plus à la retraite, ça va être un défi colossal de trouver des gens, de la main-d'œuvre, de les qualifier. Fait des annonces, je pense que des annonces qu'on a vues hier, il va en avoir d'autres. Ouais. On n'aura pas le choix. C'est pas la dernière, mais également dans tous les secteurs d'activité. Fait qu'hier, je trouvais que c'est le reflet encore plus de cette crise-là de la main-d'œuvre au Québec présentement. Ouais, faut se retrousser les manches parce qu'on en a des côtes à manger, sincèrement, avant de réussir ce grand projet-là. Marc-André, c'était un plaisir de faire cette semaine avec toi. On se retrouve, là, j'imagine, toi, dès la semaine prochaine, dans notre grille horaire. À très bientôt. Merci à toi, bye bye. Salut.